et on assène des trucs sur l'hydrochloroquine, Ça fait 2 fois qu'il dit l'hydrochloroquine. Il connaît même pas son sujet. C'est l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine. Tu n'y connais rien. Chers zèbres, chers non-zèbres, aujourd'hui nous allons parler de Hold Up, le documentaire qui dérange et pour cause puisqu'il est à charge par rapport à tout ce qui se passe dans la crise sanitaire. Ayant fait à la fois de la philosophie et du journalisme, je peux donner mon avis. Surtout, on va dire, c'est pas un avis, c'est plutôt montrer la malhonnêteté intellectuelle de ce plateau de télé, puisque l'heure des pros, les pros, ils ne sont pas vraiment pros et vous allez comprendre pourquoi. Je vais faire des arrêts sur image et puis vous pourrez dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Qui effectivement faisait la promotion d'une certaine manière de ce film. On entendra tout à l'heure Olivier Benkemoun parce qu'il l'a vu et il trouve un petit parfum complotiste dans cette comment dire dans ce film qui dure d'ailleurs 2h43 parce que si voilà. Donc déjà hein, premièrement le Olivier Benkemoun, je sais plus comment il s'appelle, j'ai pas retenu le nom. En fait, oui, parce que je suis en train de commenter en même temps, j'ai rien préparé du tout. Hein. En fait, il explique que il y a un petit parfum complotiste. Donc déjà, on part sur un a priori. On part déjà sur un a priori par rapport à ce documentaire. C'est-à-dire que il y a déjà une croyance dans la tête qui fait que l'argumentation va être en fonction avec cette croyance. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme on dit. Hein. C'est sûr que cette émission, c'est déjà plié d'avance. C'est même pas la peine de continuer à regarder. Vous pouvez couper cette vidéo si vous voulez. Hein. Non, je plaisante. Mais non, mais déjà là, il y a déjà un a priori. Et surtout, le documentaire fait 2h43. Qui a le temps de passer 2h43 à regarder un documentaire? Alors moi, je l'ai vu en avant-première. Parce que j'ai pratiquement que ça à foutre puisqu'on m'a coupé mon boulot. Voilà, je n'ai plus de travail. Donc, je suis obligé de créer une nouvelle activité, ce que je suis en train de faire. Et donc, 2h43, c'est très long. Je ne sais pas si cette personne qui a regardé le documentaire et qui va donner son avis a regardé 2h43. Hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez voir la suite. Si j'ai bien compris, votre thèse, c'est de comprendre les mensonges, la manipulation, l'ingénierie sociale, la corruption et de retracer tout le déroulé des erreurs commises au plus haut niveau. C'est ça la thèse de votre film? Oui, c'est l'impulsion, oui, assurément. Bon, alors... Voilà. Donc déjà, on n'a pas déterminé l'ingénierie sociale, ce que c'est. Donc je vous invite à regarder sur Wikipédia ce que c'est. Je ferai certainement une vidéo là-dessus, mais c'est quelque chose d'important et qui arrive assez souvent. En gros, c'est comment en haut lieu, on décide de certaines choses et comment on va faire en sorte que vous les acceptiez bien malgré vous avec votre consentement. En très très gros, pardonnez-moi si je suis un peu pas très très précis, allez voir sur Wikipédia. Alors, vous nous avez donné 3 extraits qu'on va pouvoir écouter et commenter. Et ce que j'aime bien, c'est vous nous avez donné 3 extraits. Je ne suis pas sûr que ça soit... enfin, je sais pas. Ça paraît bizarre que ça soit lui qui ait choisi les extraits du documentaire. Généralement... Pourquoi pas, hein, mais généralement, ce sont les journalistes qui choisissent vraiment les extraits qui les arrangent, en fait. Et les intervenants, par exemple, la première personne qu'on va entendre, elle s'appelle Astrid Stuckelberger, elle est docteure en médecine, elle est professeure universitaire, et donc c'est une femme, là aussi, qui est crédible, et je vous propose d'écouter ce qu'elle dit. Le problème de la politique et de la politique sanitaire, c'est qu'elle peut être gouvernée par 2 choses. Par la logique de la maladie et par la logique de la santé. Et on a malheureusement des pharmas, des vaccins qui pensent à vendre. Donc c'est des vendeurs de maladies, de traitements, donc il faut des malades. Donc leur politique, c'est le plus on a de malades, le plus on est riche, n'arrêtons pas la maladie. Et l'autre politique, c'est les politiques de santé, de dire aux gens, voilà ce que vous pouvez faire pour augmenter votre santé, votre immunité. Donc il y a 2 politiques très très contradictoires qui se confrontent, je trouve, dans la situation qu'on a aujourd'hui. Pourquoi
pourquoi en quelques semaines, la population s'est retrouvée prise en otage par des discours contradictoires de scientifiques. C'est un grand problème scientifique. J'ai tenté d'entrer en contact avec les épidémiologistes. D'abord, beaucoup d'entre eux ne répondent pas aux emails. Ils ont juste un message qui dit « Je suis tellement occupé, je ne peux pas répondre aux emails ». Mais même ceux que j'ai réussi à contacter n'étaient pas prêts à discuter. Donc je pense qu'un échec a été que la population scientifique mondiale ne s'est pas réunie pour discuter de cela. Cet homme à lui seul aurait confiné l'ensemble de la planète à cause de ses prédictions alarmistes. C'est un récidiviste. En 2009, il avait prophétisé quelques millions de morts dans le monde, dont 500 000 au Royaume-Uni. 11 ans plus tard, restent les mêmes chiffres, mais cette fois, tout le monde l'a écouté. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la médecine n'est pas une science. Donc on traite et on a des procédures aujourd'hui de recherche statistique inspirées d'autres domaines qui font comme si on était dans un laboratoire de physique en train d'étudier des particules. Mais la médecine n'est pas une science parce que l'être humain n'est pas aplatissable à quelques variables. Alors, Brigitte Millot, ça va être intéressant de vous entendre, parce que Astrid Struckelberger, elle dit quelque chose que j'entends en permanence, et on est en plein complotisme, c'est-à-dire que les labos doivent vendre des vaccins, donc plus on a de malades, plus on est riche. Juste préciser une petite chose. D'abord, on ne crée pas de malades. Hein. Ensuite, il faut arrêter avec l'industrie pharma. Pourquoi il faut arrêter avec l'industrie pharmaceutique? C'est sûr que quand il y a plus de malades, il y a plus d'argent possible. Ils vendent des médicaments, ils ne vendent pas des armes. Les médicaments sont là pour vous soulager, pour vous sauver. Je pense que les gens qui disent ça n'ont jamais été malades. C'est pas possible d'entendre des choses pareilles. Ensuite, on critique, on dit ils font de l'argent. Évidemment, ce sont des entreprises. Argent n'est pas un gros mot. Faut arrêter aussi. Et ensuite, troisièmement, s'ils n'étaient pas là, malheureusement, en recherche, au niveau de l'État, il n'y a pas énormément d'argent. Donc il faut aussi qu'il y ait de l'argent pour faire avancer la recherche. Là, on est tous très contents, on attend avec impatience, on ne parle que de ça depuis hier, un vaccin. Mais s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de vaccin. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de réa. Non mais vous comprenez que certains trouvent... Écoutez, vous vous rendez compte qu'elle est en train d'essayer de faire un plaidoyer pour les Big Pharma. Il faudrait que je fasse une petite recherche pour voir qui est cette personne d'ailleurs et que je le mette en post-production. Mais je ne sais pas si elle est payée par quelqu'un, mais en tout cas, vous entendez, vous la voyez, elle vous regarde dans les yeux pour essayer de vous convaincre. D'habitude, on regarde Pascal Praud, on regarde les autres chroniqueurs, mais généralement, on regarde rarement face caméra, puisque sauf quand on est tout seul. Mais on regarde pas face caméra, parce que généralement c'est un débat avec toutes les personnes qu'il y a autour. Là, elle essaie de nous convaincre, elle essaie de nous montrer, nous expliquer que heureusement qu'il y a les laboratoires parce qu'ils sont là pour nous soigner, etc. Mais on va lui rappeler le sang contaminé, le scandale, on va lui rappeler le Mediator, le scandale, on va lui rappeler les erreurs aussi médicales qui existent aussi. Ce n'est pas parce qu'ils veulent vendre des médicaments pour nous soigner que tous ces médicaments ne font que nous soigner aussi. C'est pas du complotisme, on appelle ça des effets secondaires, donc faut qu'elle arrête aussi. Et puis si vous écoutez bien sa respiration. Je ne sais pas comment ça se passe après. Enfin, je l'ai vu ce matin très rapidement, ce qui fait que je me suis dit il faut que j'en parle. Donc je l'ai vu une fois, mais j'ai pas pris de notes ni rien, donc je suis en train d'expliquer en même temps que si on était en train de le regarder en direct, quoi. Mais elle a vraiment un débit de parole avec une respiration coupée, une respiration haletante, et ça traduit généralement une grande peur. Je pense que cette femme a peur et qu'elle essaie de convaincre les gens parce qu'elle a peur pour elle-même. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a peur pour elle-même. Écoutez bien. Pardonnez-moi, on ne peut pas laisser dire que ce sont les labos qui inventent les malades et qui se débrouillent pour qu'il y ait de plus en plus de malades, pour leur vendre de plus en plus de médicaments. On n'a jamais dit qu'ils inventaient des malades. C'est faux, on n'a jamais dit qu'ils inventaient des malades. En revanche, ils peuvent faire en sorte que les gens, comment dirais-je, pas guérissent moins, mais disons que profiter d'une situation pour faire en sorte de vendre plus de médicaments. Je trouve j'entends bien, Brigitte. Alors, je n'ai pas vu le documentaire, mais tout ce que... Mais ça s'arrête là. Elle n'a pas vu le documentaire.
Ça s'arrête là. Il n'y a même pas à aller plus loin de l'émission, normalement. Je n'ai pas vu le documentaire. Ce que j'ai entendu là, c'est quand même, je n'ai pas vu l'analyse non plus d'Olivier Benkemoun. Vous disiez que ça avait l'air un peu complotiste. Bien sûr, mais en tout cas, dans l'extrait qu'on vient de voir, oui. Voilà, dans l'extrait qu'on vient de voir, oui. Voilà, dans l'extrait qu'on vient de voir. Regardez bien sur la droite aussi, vous avez le producteur de ce documentaire. Et regardez aussi en bas les réactions. Vous allez voir qu'il y a vraiment une différence entre les deux. Et surtout, regardez bien son étonnement de temps en temps. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas tant ça. D'abord, ce qui m'intéresse, c'est de parler de tous les sujets. Ce qui m'intéresse, c'est d'entendre des gens dire « Attention, les médecins qui parlent, parfois, sont liés. » Et alors ? Ils le disent, c'est déclaré partout. D'accord. Ils le Donc ça, disent. c'est... Vous avez vu ? Et alors ? Donc j'ai fait un arrêt sur image. Parce que moi, j'ai été effaré. Et alors ? Et donc, et ça prouve quoi ? Et vous avez vu le producteur aussi ? Remettez juste avant la vidéo. Il dit, il était mais ébahi. C'est hallucinant qu'il y ait autant de surprise de cette femme de dire et alors ? What the fuck, quoi. C'est pas être c'est pas lié choquant. à un lien d'intérêt n'a rien à voir avec un conflit d'intérêt. Il faut pas mélanger les choses. Il y a d'un côté les liens d'intérêt et il y a d'un autre côté les conflits d'intérêt. Ce sont deux choses différentes. Il faut avouer ses dépendances. Pardon ? Il faut avouer ses dépendances. Voilà, mais c'est affiché. Il y a un truc. Vous allez sur Non, mais Internet. est-ce que la parole, dans ces cas-là, du médecin qui est lié à non, mais vous labo, est-ce que vraiment, je pose des questions. Pascal. En fait, je répète sans arrêt cette phrase, je n'ai pas d'avis. Mais je veux pas qu'on empêche de parler. Mais moi, je n'empêche personne de parler. Voilà, donc c'est intéressant parce que j'entends cette petite musique. Oui. Des gens disent attention, certains médecins Mais sont liés à des labos, donc leur parole, comment dire, elle est sous l'influence des labos. C'est ça que j'entends. La relation entre un médecin et un patient, ça doit être une relation une rencontre de confiance. Là, on est en train de créer une rencontre de méfiance. Oui, à force de faire comme ça, cette petite voix qui est là tout le temps. Monsieur Cossé peut répondre puisqu'il est... Elle a la trouille, c'est évident qu'elle a la trouille, quoi. Oui, il y a une relation de confiance, mais alors pourquoi il y a certains médecins qui disent le contraire de leurs confrères ? C'est bien qu'il y a un problème. Soit tout le monde ment, soit personne ne ment. Mais c'est quoi le problème ? Pourquoi il y a des médecins qui disent le contraire de leurs confrères ? C'est qu'il y a quelque chose derrière qui empêche soit de dire la vérité, soit de dire l'info dans le côté le plus complet, quoi. Sauf, il est producteur de ce film, et vous avez écouté ce que vient de dire Brigitte Millot à l'instant. Oui, assurément. Alors, d'abord, ces propos ne sont pas les miens. Toutefois, mon rôle est, comme vous le soulignez, Pascal, de laisser une tribune à une parole libre. Déjà. Ensuite, concernant la collusion entre certains médecins et les laboratoires, je crois savoir que les laboratoires dépensent moyennement, de façon annuelle, 25 000 € par praticien. En outre, je tiens à préciser aussi que dans le règlement du Conseil de l'Ordre, il est impératif pour tout médecin prenant la parole en public de spécifier au préalable ses liens d'intérêt avec les laboratoires. Et ça, il a tout à fait raison. Et ça, vous l'avez rarement entendu sur les plateaux télé. Vous avez tout le temps eu des épidémiologistes, des virologues, des spécialistes, des médecins, des je ne sais pas quoi, des beaux-frères d'un médecin, etc. Et puis là, on en est à des chefs de service qui sont aussi des chefs d'entreprise, quoi, quelque part. Et donc, ils ne déclarent pas leur lien d'intérêt. C'est pourtant primordial pour savoir quelle est la part d'objectivité qu'ils vont avoir dans leur avis et dans tout ce qu'ils vont dire sur les plateaux télé. Vous ne croyez pas ? Ensuite, j'apprécie particulièrement la notion de langage et de différenciation entre conflit et lien. Mais il faudrait, chère madame, que vous puissiez expliquer quelle est la différence, comme n'a pu le faire d'ailleurs madame Karine Lacombe. Quand il y a conflit, c'est-à-dire qu'on est soi-même, par exemple, rémunéré pour faire une étude sur un métier. Vous entendez elle est tout le temps en train de... C'est pas quelqu'un de zen, ça. C'est pas quelqu'un qui est détendu.
médicament et qu'on parle de ce médicament et qu'on est payé pour ce médicament. Après, on peut être en lien, aller à un congrès, ça n'a rien à voir. Si on ne peut pas rencontrer les gens lors de congrès, si on ne peut pas avoir, si c'est pour faire une étude justement dans son service en double aveugle. Je rappelle d'ailleurs, j'en profite, une petite précision, les études en double aveugle, justement, si elles ont été créées, c'était pour éviter les conflits d'intérêts, pour que ni le laboratoire, ni le médecin qui donnait le traitement, ni le patient ne soient au courant, justement pour limiter ces conflits d'intérêts. Deuxième extrait que je voulais vous proposer. Ben voilà, c'est-à-dire que vous entendez, elle fait son espèce de plaidoyer en faisant la distinction, on va dire, entre conflit d'intérêts et lien d'intérêt. Moi, j'ai pas été convaincu. Oui, il y a un intérêt, le fait d'aller dans un congrès. Je ne pense pas que Karine Lacombe soit juste allée dans un congrès, et la plupart des médecins qui sont sur les plateaux télé d'ailleurs sont allés dans des congrès comme ça et qu'ils ont rencontré quelqu'un de chez Gilead et qui n'a rien fait avec. Et voilà, non, c'est pas ça le problème. C'est les conflits d'intérêts, c'est lorsque tu es payé par le laboratoire et que tu as des conflits alors que tu es en train de... de parler sur les plateaux télévision, ce qui est le cas de Karine Lacombe en fait. Voilà. Mais bon, vous voyez, on lui coupe la parole, on l'empêche de réagir. C'est ça. Maintenant, c'est lorsque on sent que quelque chose peut déraper, et ben on coupe la parole et on ne donne même pas la possibilité à l'autre de répondre. Voilà. Moi, ça m'a choqué ce matin. Et d'ailleurs, regardez la tête. Il est très surpris. Allez, deuxième sujet. Là encore, alors là, il y a eu beaucoup de philosophes. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que tous les philosophes sont... Alors pourtant, ils peuvent être différents. C'est Charlotte Dornelas qui disait ça hier. Oui, tous les philosophes, de Bernard-Henri Lévy jusqu'à... Alors déjà, Bernard-Henri Lévy, philosophe, faut repasser. Oui, il a peut-être fait des études de philosophie, il a peut-être eu... des diplômes de philosophie, mais c'est pas quelqu'un de... Non, c'est pas possible là. Non, faut arrêter. Bon, je vais pas argumenter là-dessus, mais... Michel Onfray, à Comte-Sponville, tous regrettent la suppression des libertés. En tout cas, l'analyse comme ça aujourd'hui. Tous. Bon, oui. Les libertés, bien sûr, là, ils sont tous, parce que, bon, forcément, la liberté, mais encore faut-il définir ce que la liberté veut dire pour Bernard-Henri Lévy, ce que la liberté veut dire pour Michel Onfray, ce que la liberté veut dire pour André Comte-Sponville, et ce que la liberté veut dire pour vous qui écoutez cette vidéo, enfin, qui regardez cette vidéo. Donc, ce sont des mots valises qui ne veulent rien dire. Il faut vraiment définir les termes. Voilà. Est-ce que c'est la liberté de circuler? Est-ce que c'est la liberté du libre-échange? Ça fait peur à Bernard-Henri Lévy, ça, le fait qu'on puisse fermer les frontières pour éviter que les virus arrivent. Donc voilà. Non, c'est beaucoup plus complexe que juste un plateau télé comme ça. C'est pour ça, c'est très très profond. Non, pas on ferait ce matin. Il faudrait j'aime bien chez lui. Alors, écoutons ce deuxième passage que je vous propose sur, comment dire, détruire l'Occident. C'est la thèse qui va être dite ici. Il est vraiment important de réaliser que le profil, en termes d'âge, des gens qui sont morts est similaire à celui que l'on observe pour les morts naturelles. Les personnes de plus de 85 ans représentent la moitié des morts. Mais il y a aussi cette mauvaise science qui est entrée en collision avec le politiquement correct. Si je dis que je préférerais mourir de loin à la place de mon petit-fils, qui a 17 ans, ils diront peut-être « Oh, quelle bonne personne c'est !» Mais la société devrait être capable de faire ce choix. Quand on parle de ceux qui nous gouvernent, par exemple, on perd le contrôle du véhicule. Il y a un groupe sur le côté d'une vingtaine de personnes. Au lieu d'éviter une personne sur le côté, on fonce sur le groupe. Donc moi je trouve ça un peu absurde. Tant qu'à faire, on évite le pire. Mais là, le gouvernement, ils font le pire. Donc ils disent bon bah tant pis, on massacre tout le monde.
On a bombardé des villes. Aujourd'hui, il y a des centaines, il y a des millions de personnes qui vont perdre leur emploi. Il va y avoir une précarisation massive de la société. Voilà, on est juste en train de détruire l'Occident, mais vraiment. Je pense vraiment que les gens ne mesurent pas à ce stade à quel point les impacts vont être cumulatifs. Voilà, là, il parle d'impacts qui seront cumulatifs. Il ne dit pas que c'est voulu. Il n'est pas en train de dire que c'est voulu de détruire l'Occident. On pourrait le discuter, ça. Mais il est en train de dire que les impacts, donc on en revient toujours au problème de déterminisme historique, une cause égale un effet. La cause, soit elle est due au hasard, encore faut-il croire au hasard, etc. Soit elle est déterminée par des actions menées, mais qui vont induire des conséquences dramatiques. C'est ce qu'il dit, c'est tout. Et voilà, au motif de préserver d'un mal, on est en train de générer des dégâts qui vont être 100 fois pires, littéralement. Bon, ça c'est intéressant d'entendre ces paroles contradictoires, et on sait bien que c'est difficile pour un gouvernement de prendre aussi des décisions, parce que on sait que cette maladie est grave, qu'elle est infectieuse, qu'elle tue, et c'est toujours d'être dans un équilibre entre le remède et le mal. Mais je voulais qu'on soit avec Olivier Benkemoun, parce que Olivier a vu le film hier, il est assez critique. Les extraits qu'on passe d'ailleurs le sont d'une certaine manière, a priori on peut pas les... C'est une parole, hein, c'est des gens qui parlent, donc il y a pas de fausse information de dit, puisque c'est une analyse. Mais je voulais entendre Olivier Benkemoun sur... bon, vous êtes spécialiste cinéma culture sur CNews, donc vous avez l'habitude des documentaires, vous les regardez, etc. Est-ce que vous trouvez que ce documentaire qui dérange, qui... Donc en gros, c'est un mec qui passe sa vie à regarder des films, des documentaires, et donc lui, il serait plus spécialiste parce qu'il a regardé beaucoup de films, juste à analyser les choses. C'est intéressant, j'aimerais qu'on en discute de ça, pourquoi pas. Pourquoi pas, oui. Bon, allez, on y va. Je vais pas m'étendre parce que peut-être que j'ai tort. Un parfum complotiste, je le disais, est-ce qu'il vous apparaît comme crédible? Mais le problème, c'est que les intervenants peuvent être crédibles. La question, c'est de savoir de quelle manière vous les montez et comment vous pouvez, avec ces paroles, orienter un discours. Parce que c'est chapitré, si vous voulez. C'est chapitré. Oui, donc en fait, il est en train d'expliquer ce que c'est qu'une ligne éditoriale et d'expliquer ce que c'est un conducteur, comme dans une émission en fait. Dans une émission aussi, on va faire un montage, on va prendre des extraits, on va les décontextualiser. Donc, j'ai envie de dire, rien de neuf. Sur les labos qui, par exemple, les labos qui gagnent de l'argent et qui ont intérêt à ce que le virus continue, en tout cas à ce qu'on croit au virus. Il y a tout le chapitre sur l'hydrochloroquine, il y a Pas l'hydrochloroquine, l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine, hein, s'il te plaît. Le chapitre sur les mensonges d'État, etc. Et ensuite, on prend des intervenants et on les met les uns derrière les autres et on assène. Donc, ça veut dire que, en gros, on a d'abord évalué, fait un plan très clair. On a d'abord fait un plan très clair et ensuite, on a pris des intervenants. C'est juste pour étayer cette thèse. Et si ça avait été le contraire, c'est en faisant l'enquête, en interviewant certaines personnes, des gens différents, on avait pris des notes, recueilli juste des punchlines, mais aussi des avis. Et ensuite, on en avait fait un film construit. C'est toujours l'éternel problème de est-ce qu'on fait d'abord un plan et ensuite on le nourrit, ou est-ce que on a pris des témoignages disparates et ensuite on a fait le documentaire. Moi, je pense qu'on était tellement dans le flou qu'un plan point par point, pour moi, hein, donc là je m'engage, hein, c'était pas possible. C'était pas possible. C'est en voyant plein d'incohérences et en fouillant dedans, on a pu se rendre compte des choses. Vous parliez tout à l'heure de Karine Lacombe.
À un moment dans le documentaire, Karine Lacombe, on dit, elle est venue 23 fois sur les plateaux de télévision. Vous vous rendez compte, elle est venue 23 fois. C'est la voix officielle, mais elle a touché 200 000 euros de la part des labos. D'où sort ce chiffre? Quelle est la source? Non, c'est rien. Et pourtant, dans le documentaire, il y a la source. Hein. Et puis, il suffit de faire un petit tour sur Wikipédia pour voir la source. Hein. Et puis, elle doit déclarer aussi. Elle a bien dit tout à l'heure, notre amie Brigitte Millot, c'est ça, je ne sais plus comment elle s'appelle, que c'était possible, qu'il suffisait de regarder puisque tout est déclaré. Donc, Olivier Benkemoun, je pense que tu te fous de notre gueule. À chaque fois qu'on utilise un chiffre dans ce documentaire, eh bien, il n'y a pas de source. Ça c'est faux. Ça, c'est faux. Lorsqu'il y a des chiffres qui sont avancés, il y a des sources. Il y a des documents, il y a des fichiers PDF, des captures d'écran, on va dire. Alors, soit ils ont tout, mais tout manigancé, c'est-à-dire, ils ont demandé à un graphiste de changer les chiffres, de créer des faux, et là, ça peut être très grave, effectivement. Mais c'est sourcé, la plupart du temps. Et puis, il suffit de chercher. Mais 2h43, c'est long. Hein. Mon avis, il a dû le regarder en accéléré puissance 4, à mon avis. Donc, il a dû entendre des mots-clés comme ça et puis faire sa chronique. Ça me dérange énormément. Le modèle suédois, vous avez des courbes sur le monde entier. D'ailleurs, vous voyez la tête du producteur, il est consterné. De cette interaction et le modèle suédois. Bon, le modèle suédois, il faudrait l'updater. C'est pas le cas. Moi, quand je l'ai vu cette nuit, il n'y avait pas une mise à jour sur le modèle suédois. On sait que voilà, une mise à jour. On va faire une mise à jour sur un documentaire qui a pris des heures et des mois peut-être même à être fait, qui a été finalisé de manière à sortir. Et tu demandes une mise à jour par rapport aux chiffres de maintenant. Ces chiffres qui, à mon avis, ou ces nombres, qui sont en train de dire « Ah, mais le modèle suédois, finalement, il n'est pas aussi exceptionnel que ça. » On va se calmer 2 minutes. Hein. Il est encore assez bas par rapport à nous, hein, le bilan. Donc, ça va 5 minutes. Là, on est dans la malhonnêteté intellectuelle, je trouve. Les choses changent. Et on assène des trucs sur l'hydrochloroquine. Ça fait 2 fois qu'il dit l'hydrochloroquine. Il connaît même pas son sujet. C'est l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine. Tu n'y connais rien. Donc ferme ta gueule. Sur l'hydrochloroquine, on en veut, c'est la guerre entre Véran et Raoult, etc. Et ce n'est traité que à travers ce prisme. On parle un peu de l'étude du Lancet, mais l'étude Discovery. On parle un peu de l'étude du Lancet, mais tu plaisantes là en fait. On parle un peu. On en parle beaucoup puisque on dit que le Lancet a publié. Le Lancet, c'est la Bible normalement. On ne peut pas remettre en cause ce qui est publié dans le Lancet. A publié un article à charge contre l'hydroxychloroquine avec des chiffres faux. Ça s'est avéré faux. Les médecins ont débunké ça en même pas une nuit. Mais ça s'est passé pendant le week-end. Et le lundi, on a juste passé comme ça. Mais entre-temps, l'hydroxychloroquine avait été interdite parce que ce papier était sorti dans le Lancet. Ça a été débunké, c'est-à-dire on a critiqué ce papier, on a dit que c'était faux, que c'était un fake. Ça, c'était une fake news. Mais l'hydroxychloroquine a toujours été interdite. Tu dis n'importe quoi quand tu dis on en parle un peu. On en parle énormément. C'est toi qui n'en parles pas. Le choix de l'INSERM d'arrêter l'étude, etc. Tout ça n'y est pas. Alors, c'est pas... Discovery, si, on en parle. On parle de Discovery, on parle de l'INSERM, on parle de tout ça. Et on parle aussi de Discovery et de l'hydroxychloroquine. On parle aussi du fait d'avoir arrêté l'hydroxychloroquine. Alors qu'il y a eu des bons résultats. Peut-être pas, on en parle peut-être pas dans le documentaire, je me rappelle plus. 2h43, je l'ai vu hier, en avant-première. J'ai été effaré d'entendre certaines choses, de lire certaines choses. J'ai été passionné par ce documentaire et je me suis dit, il va être flingué ce documentaire, je suis sûr. Eh bien, ça n'a pas loupé.
Donc on continue, mais Discovery a demandé à arrêter, on ne sait pas pourquoi, hein, les essais sur l'hydroxychloroquine alors qu'il y avait des bons résultats. Ce qui fait qu'ils vont publier que les mauvais. Je vous donne l'info. Partiel. En fait, le problème, c'est que c'est partiel. C'est fait sans doute par des professionnels. Il y a un plateau, il y a une succession de voix qu'on entend, et peut-être que ce sont des voix intéressantes, mais il n'y a pas de contradiction, et on les met les uns à côté des autres, et finalement, on a ce qu'on souhaite, c'est-à-dire une orientation très précise de la pensée qui va conforter un certain nombre de gens qui pensent qu'on est manipulé, que c'est un complot mondial, que alors, ce virus Christian n'existe Cosset pas. peut vous Voilà. répondre, puisque vous êtes assez sévère et rude sur ce documentaire. Christian Cosset, il n'y a pas de source, par exemple. C'est intéressant l'exemple que cite Olivier Benkemoun. Vous dites Karine Lacombe a touché 200 000 euros. D'où vous sortez ce chiffre? Alors, bien évidemment, tout est sourcé, et navré de vous contredire, cher monsieur, je ne vous connais pas, mais par rapport aussi au développement qui est fait sur l'hydroxychloroquine, il y a à peu près 20 minutes sur l'hydroxychloroquine et l'ensemble de la thématique autour de cela. Ne réduisez pas cela, s'il vous plaît, à la simple expression de quelques manipulations ou d'orientation de pensée. Non, nous sommes évertués à faire un travail beaucoup plus large, et non seulement on parle de cette hydroxychloroquine et effectivement de l'intérêt probable, je dis bien probable, des laboratoires, puisque manifestement ils n'ont pas été étrangers à l'interdiction de l'hydroxychloroquine par le gouvernement français. Ensuite, oui, mais là, il faut apporter des preuves. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire que vous avez une preuve, vous n'en avez pas. Et c'est ça qui est compliqué, forcément. Vous dites probable vous-même. Donc, vous apportez une preuve, vous apportez quelque chose sur la table et vous dites, ben voilà, les laboratoires ont voulu que l'hydroxychloroquine ne marche pas ou ne soit pas utilisée. Et qu'est-ce que c'est une preuve? Le problème, il est là. Le problème, il est juridique. Une preuve, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une preuve? Qu'est-ce qu'une preuve? Lorsque le Lancet publie, je reviens là-dessus parce que c'est scandaleux, mais publie un papier à charge contre l'hydroxychloroquine et qu'on se rend compte que c'est un fake, si c'est pas une preuve, c'est quoi? C'est pourquoi est-ce qu'il y a eu ce papier dans le Lancet pour discréditer l'hydroxychloroquine? Non, c'est énervant quand on demande des preuves au camp du mal, parce que ça suffit jamais, mais que les preuves du camp du bien, ça suffit. Qu'est-ce qu'il vous faut pour savoir que lorsqu'il y a un fake dans un journal qui s'appelle le Lancet, qui est la Bible scientifique, qui a mis ce papier dedans, qui a validé ce papier dedans, qui a commandé ce papier dedans, pourquoi est-ce que c'est pas du fait du hasard? Il y a je ne sais pas combien de relecteurs, c'est pas du fait du hasard. Il y a quelque chose qui va pas. Si vous vous rendez pas compte de ça, messieurs les journalistes, changez de métier. Et je l'entends, mais s'il n'y a pas de preuve, c'est ça qui est compliqué. Si, la preuve est dans le film, mais je ne l'ai pas là. Je vais pas. Enfin, vous voyez, j'ai des documents, mais qui ne sont pas ceux qui concernent le film. Vous pourrez le voir et vous pourrez constater que c'est. Il sort d'ailleurs à 11h. Alors, le troisième extrait que je voulais vous proposer, parce qu'on va aller vite quand même, c'est le dernier extrait que vous allez pouvoir. C'est génial. On va aller vite quand même. Mais pourquoi est-ce qu'on va vite? Mais fais un seul sujet. Tu peux pas balayer comme ça le problème de l'hydroxychloroquine, le problème du Lancet, le problème des preuves, juste parce qu'il y a la pub derrière. C'est pas possible, ça. Pas possible. Vous allez pouvoir juger sur place de ce qui se dit et d'entamer la conversation. J'ai pas encore entendu Philippe Bilger, et Najwa El Haïty. C'est une politique de peur, d'un genre de terrorisme psychologique, de dire aux gens c'est grave, c'est très grave, mettez les masques. J'ai pris le train à Bruxelles et qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive, le quai est pratiquement désert, il n'y a plus personne qui prend le Thalys. Or, il y a, entre Bruxelles et Paris, c'est comme un RER, il y a 22 trains par jour, c'est un train toutes les demi-heures. Qu'est-ce qu'on voit avec les restrictions de mouvement? C'est qu'il n'y a plus personne qui prend le train et que quand on arrive sur le quai, on a des policiers en armes qui viennent vérifier si vous avez bien le masque. Et qui patrouillent dans le train. Alors que pour les attentats, il n'y avait aucune présence policière. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe et que ce Covid, oui, c'est un objet très singulier. Qu'est-ce que ce sera si demain il y a une nouvelle épidémie, s'il y a un autre virus? Ce sera pire encore. Donc ceci me fait penser qu'en fait, on ne va pas en sortir. Et que l'opportunisme politique
utilisent la peur pour gouverner parce que ça arrange très bien les pouvoirs en place. Que vous écoutiez chaîne publique, chaîne privée, même pensée, même discours. La peur, on a peur. Cachez-vous, votre voisin va vous contaminer, la contagion est là. Faites attention. Les corps sont menaçants, les visages doivent être cachés, masqués. Attention si on vous parle, si on vous tient un discours et qu'avec des postillons, attention à tout. Dès qu'un dirigeant utilise des métaphores guerrières, ça devrait vraiment nous mettre la puce à l'oreille, parce que c'est systématiquement annonciateur d'un abus d'autorité. Et ce que l'histoire récente montre, c'est qu'à chaque fois qu'on a passé des législations d'exception pour faire face à une menace de quelque chose contre quoi on était en guerre, ces législations ont perduré bien après, dans la durée. À court terme, je pense que si on n'a pas un sursaut maintenant, c'est fini, nous serons tous pieds et poings liés. Ceux qui n'ont pas vu, comme je l'ai dit, que la dictature au niveau mondial était en train d'avancer à grands pas, n'ont encore rien vu, et je ne sais pas ce qu'ils pourront dire à leurs enfants, s'ils en ont, de ne pas s'être battus pendant que les choses étaient encore malléables et qu'on pouvait encore éventuellement résister. Bon, là, Monsieur Cossé, le dernier passage, la dictature, non. Là, ça s'appelle pas une dictature. Moi, je vais vous envoyer dans des pays de dictature. Je vais vous envoyer en Corée du Nord. Et vous... Voilà, toujours le problème de la Corée du Nord qui serait une dictature par rapport à notre démocratie. C'est toujours l'histoire de la Corée du Nord. Déjà, la Corée du Nord, il faudrait aller voir comment ça se passe vraiment là-bas, hein, pour voir comment ça se passe. Je dis pas que c'est forcément super non plus, hein, mais tous ces journalistes qui parlent de la Corée du Nord n'en savent rien, si ce n'est ce qu'ils lisent sur la Corée du Nord. Est-ce qu'ils sont allés en Corée du Nord? Je ne sais pas. Peut-être. Hein. Mais on va faire un truc, tiens. On va chercher le mot dictature. Voilà, on va juste sur Wikipédia hein, pour voir ce que c'est qu'une dictature. Selon le Trésor de la langue française, une dictature est un régime politique, on y est, dans lequel une personne ou un groupe de personnes exerce tous les pouvoirs de façon absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limite. Il faut préciser que même un régime autoritaire peut avoir des lois, des institutions, voire un parlement avec des députés élus, mais pas librement, et ne représentant donc pas des contre-pouvoirs. Ben, j'ai l'impression quand même qu'on y est un petit peu, puisque l'état d'urgence a été voté, on va dire pas à l'unanimité, et peut-être un peu contraint et forcé, puisqu'il a fallu passer 2 ou 3 fois le texte hein, quand même, puisque M. Olivier Véran, c'est, comment dire, il était complètement hystérique à l'Assemblée nationale. C'était incroyable ce passage. Il faudrait que je le retrouve peut-être et que je l'insère, mais c'est pas possible de réagir comme ça si on n'est pas dans la peur. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux. Il n'y avait pas du tout il a quand même demandé à tout le monde de sortir. Donc c'est à dire j'ai raison, vous avez tort. Donc c'est pas une dictature avec des bottes et avec des armes, mais en tout cas ça fait peur, puisque de plus en plus c'est Monsieur Macron qui décide de tout quand même, c'est Macron qui a bien décidé à la dernière minute, juste avant son allocution, il a décidé s'il y avait le confinement ou pas. Vous verrez ce qu'est la véritable dictature. Donc ce témoignage, le dernier, on peut le récuser absolument. On peut effectivement dire qu'il y a une psychose, on peut dire que les mesures sont trop fortes, etc. Mais ce témoignage-là, il est forcément récusable. Mais en même temps, c'est la liberté d'expression. Vous n'avez pas encore parlé, Philippe Bédier. Moi, j'aurais voulu poser une question à... Pourquoi vous riez? Attendez, pourquoi vous riez? Non, parce que vous, en quelque sorte, vous vous adressez à moi et je ne peux même pas vous répondre. Ah bah si, répondez, et après Philippe Bilger, répondez. Vous en prie, c'est vous qui animez Non, mais je le récuse parce que je vois bien que, effectivement, la musique derrière, effectivement... Moi, ce qui m'a intéressé, c'est pour ça que je vous ai... Bon, c'est vrai que là, moi, on va prendre du recul un petit peu. C'est vrai que les musiques qui sont utilisées sont généralement des musiques qui sont utilisées dans les vidéos vraiment, vraiment complotistes. On parle des reptiliens, etc. Mais le problème, c'est, on met quoi comme musique alors?
puisque ça va être chiant un documentaire de 2h43 s'il n'y a jamais de musique pour illustrer des propos, pour illustrer des paysages aussi parfois, tout simplement. On met quoi comme musique ? Si vous avez des musiques intéressantes, libres de droit, et puis aussi qui permettent, ou pas libres de droit, mais qui permettent justement de ne pas avoir ce climat complotiste et qui pourraient vous enlever cet argument de la musique utilisée pour les documentaires complotistes, nous, on est preneurs. Je vous ai demandé ce matin, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui le regardent sur les réseaux sociaux. Donc moi, j'essaie toujours d'être en miroir le matin. Ouais, et je vois que peu de gens aussi en parlent. Donc je veux pas être déconnecté du terrain. C'est un peu pourquoi je vous ai demandé de venir. Mais en ayant quand même un regard critique dessus. Mais je vous ai coupé, allez-y. Non, je vous en prie. Les propos de ce médecin, d'abord, je pense, résonnent en lui, et comme vous le signifiez aussi, c'est la liberté d'expression. Maintenant, ce n'est pas le seul à le constater. Je pense que même de grands avocats ou de grands anthropologues peuvent aussi constater une dérive, je dis bien une dérive autoritaire sanitaire. Et nous sommes aujourd'hui sous le joug d'une relative politique de la pensée, et je voudrais revenir juste un petit instant sur le qualificatif de complotiste. Je voudrais simplement rappeler que le Lancet, qu'est-ce que c'est que le Lancet sinon un complot? Sinon le fait de manipuler des chiffres. Là, quand il dit un complot, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais quand on dit manipuler des chiffres, là, je ne vois pas comment on peut contre-argumenter, puisque effectivement ça a été débunké, et effectivement ça a été retiré, et effectivement on a dit que c'était une fake news. Quand il parle de politique de la pensée, ou même de police de la pensée, on est quand même là-dedans, puisque dès l'instant où on dit l'inverse de ce que le politiquement correct accepte, on est banni. Qu'est-ce que c'est que la crise du Lancet, à votre avis? Et par rapport au... Ah, bah là, vous avez été coupé malheureusement, et on va croire qu'on vous a coupé. Complot! On a coupé Monsieur Côté. Bon, on va terminer là-dessus. De toute façon, Philippe Bilger, on fait un petit tour de table. Non, et c'est sûr, c'est Skype, hein, c'est la merde de toute façon, tous ces trucs là, comme ça marche jamais. Même moi, j'ai des problèmes avec ça, puisque je suis obligé de faire des montages à n'en plus finir. Pas des montages pour à charge, mais des montages pour éviter si ça s'arrête, il faut que je reprenne. Enfin voilà. Là, il n'y a pas de complot. Non. Et on va réagir sur un autre sujet tout de suite après. Tour de table. Moi, Pascal, j'aurais évidemment aimé poser une question à Christophe Cosset. Je suis de toute manière assez séduit par la volonté de faire place à une parole dissidente, atypique. Mais ce que je reprocherais, enfin techniquement, à ce producteur, au fond, pourquoi n'a-t-il pas fait un documentaire en présentant l'ensemble des thèses plus officielles? Mais parce qu'elles sont présentées, parce que tu n'as pas vu le documentaire de 2h43, puisque tu n'as pas le temps d'être à la fois sur un plateau télé, de regarder 2h43 d'un documentaire qui en plus était confidentiel et était en avant-première sur certaines plateformes que tu ignores complètement, vu qu'à mon avis Internet et toi ça doit faire deux. Oui, je fais un jugement, oui, voilà. Mais je pense que 2h43 c'est un peu long, et surtout les thèses officielles sont montrées, parce que les thèses officielles c'est justement parce qu'elles sont montrées qu'on ne peut pas parler d'un complot, puisqu'ils le disent eux-mêmes, ce qu'ils vont faire. Ils le disent eux-mêmes. Un complot, c'est caché. C'est lorsque des gens se cachent pour dire on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais en fait, tout est disponible sur Internet. Et il y a même un document du Sénat de 2009 qui explique la gestion du H1N1, qui ressemble étrangement à tout ce qui se passe en ce moment. Il y a des choses accablantes sur ce documentaire. Il y a des choses très précises. Tout est sourcé. Tout est sourcé. Ça veut dire qu'ils ne se cachent même pas de ce qu'ils veulent faire.
Mais on parle pas de vous, là, les journalistes, ou même les politiques, même Macron, tout ça. Vous êtes que des marionnettes. Vous êtes des pions dans un jeu que vous ne comprenez même pas. Plus contradictoire, plus dissidente, parce qu'au fond, dans l'espace médiatique, depuis des mois, on a parfois la parole dissidente, on a parfois la parole officielle, mais on les a jamais confrontés ensemble. Moi, j'aurais vraiment rêvé d'un documentaire où on aurait eu tous les points de vue. Oui, mais là... Et moi, je rêve d'une émission consacrée à ce documentaire avec des contradicteurs et avec des gens, justement, pour réfléchir à toutes les questions socio-économiques et philosophiques, mais vraiment philosophiques. C'est quoi le sens de la vie si on devient tous des esclaves? Moi, je rêve d'une émission comme ça. Alors, si vous connaissez Pascal Praud, si vous connaissez quelqu'un dans les médias qui veulent vraiment faire une émission spéciale, mais qui n'est pas truqué, qui n'est pas pipé. Donc déjà, ça va peut-être être impossible, sauf peut-être sur Internet. Pour expliquer pourquoi les thèmes de ce documentaire sont primordiaux, importants, mais d'un intérêt mondial, là, moi, je suis OK. Je suis OK. Moi, je demande que ça. Et là, il a raison. Je demande que ça. Seulement, est-ce que ça sera fait ? C'est pas ce qu'on a montré ce matin, c'est pas tant un point de vue médical, parce que le point de vue médical, on peut trouver d'une certaine manière un consensus. C'est le point de vue philosophique. Absolument. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, mais même là, Pascal, philosophique, intellectuel, oui, etc. Mais même là, on aurait pu opposer à cette parole dissidente philosophique d'autres paroles, et il aurait été intéressant d'avoir affaire à une plénitude. Ça n'est pas le cas. Le documentaire fait déjà 2h43. 2h43. Et je pense qu'on peut pas enlever 1 minute de ce documentaire. C'est passé tellement vite quand je l'ai regardé. Mais vraiment. C'est très bien fait. Si tu veux mettre des contradicteurs, tu passes pas à 2h43, mais à 3h20, 3h30, voire 4h. Qui va regarder un documentaire de 4 heures? Quand 5 minutes de vidéo, c'est déjà compliqué. Qui va le faire? Donc, il faut une émission spéciale. Et en direct. Au regard des extraits que nous avons vus, je suis désolée, Monsieur Cos parle d'une parole libre, mais elle est quand même très orientée. La juriste que je suis aurait aimé... Najwa El Haït, docteur, avec un E, en droit public, et vice-présidente de Territoire de Progrès. Alors, Territoire de Progrès, on imagine que l'idéologie est progressiste, hein, j'irai vérifier tout ça. Donc, j'ai fait le travail, hein. Elle n'est pas vice-présidente comme c'est marqué, mais porte-parole. Et c'est un parti politique français de centre-gauche, et vous voyez bien que c'est dans la majorité de Emmanuel Macron. Donc elle ne peut pas être contre tout ce qu'il dit ou tout ce qu'il fait, j'imagine. Elle n'est pas du tout dans un parti pris non plus, hein. C'est pas du tout. Et le principe du contradictoire, c'est-à-dire d'autres personnes, en effet, qui donnent un avis différent. Ça aurait d'ailleurs enrichi le documentaire. Deuxièmement, quand il dit les médecins ont des liens d'intérêt, vous le disiez très justement, Brigitte, tous les médecins ont des liens d'intérêt. J'en connais pas un qui n'ait pas un lien d'intérêt avec un laboratoire. Même le docteur Raoult... Attends. Brigitte, tout à l'heure, elle a parlé de conflit d'intérêt et de lien d'intérêt. La différence entre les deux. Tu ne fais pas cette distinction. Tu es juriste. Ce n'est pas normal. Qui est le médecin anti-système, a un lien d'intérêt avec un laboratoire. Il avait un lien d'intérêt avec Sanofi, il ne l'a plus ce lien d'intérêt alors qu'il est en train d'être sur les plateaux télé. Il n'a plus ce lien d'intérêt et surtout avec ce laboratoire. Et puis ce laboratoire aussi avait donné le feu vert pour livrer en hydroxychloroquine. Et on a interdit à Sanofi. Pourquoi? La question reste en suspens. Je peux le citer d'ailleurs.
c'est Sanofi. Non mais là, pardonnez-moi, les extraits qu'on entend, je le répète, c'est une analyse sur la société dans laquelle on vit. C'est des philosophes, des intellectuels. Oui, je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs. Et pour terminer sur mes propos, on a changé d'époque. Ils critiquent la classe politique. Ah, on a changé d'époque. Le fameux argument, mais on est en 2020 quand même. Argument bidon. On a changé d'époque. On a changé de technologie. Mais on n'a pas changé de structure du cerveau qui fonctionne de la même façon depuis des millions d'années. Sauf que la classe politique, moi je la comprends aussi quand elle souhaite prioriser la vie. Pourquoi ? Parce que... C'est vrai. Pourquoi prioriser la vie lorsque on empêche les gens qui vivent encore d'aller au cinéma, d'aller au restaurant, d'aller dans les salles de spectacle, d'aller se détendre, de faire du sport, le sport qui pourtant permet de se sentir mieux. S'ils veulent vraiment sauver des gens, il faut faire en sorte que les gens qui ont des abonnements dans les clubs de sport, qui font du sport dans des salles avec des personnes, avec des coachs, etc., qui le fassent. Donc s'ils veulent vraiment sauver des vies, ce serait pas mal de le faire, ça, tu crois pas, hein, petite juriste? Aujourd'hui, eh bien, la mort d'un proche est terrible. On supporte pas la... C'est ça, on ne supporte pas la mort. C'est exactement ce qui est montré dans ce documentaire lorsqu'on parle de Laurent Alexandre, et Laurent Alexandre qui souhaite l'immortalité via le transhumanisme. Les gens ne veulent plus mourir. C'est compréhensible qu'ils ne veulent plus mourir, mais utiliser cette envie pour en faire une idéologie, puisque c'est une idéologie sur le long terme, l'immortalité, c'est ça, vous verrez dans le documentaire, et puis Laurent Alexandre ne s'en cache pas, hein, il dit oui, c'est l'immortalité, c'est le transhumanisme, voilà. Google a pour objet l'immortalité via le transhumanisme. Vous ne pensez pas que Google c'est juste un moteur de recherche quand même. Renseignez-vous sur ça aussi. Renseignez-vous sur ça. Donc, pourquoi sauver des gens si, une fois qu'ils sont sauvés, ils ne peuvent plus avoir de joie de vivre? Puisque c'est la joie de vivre qu'on nous a enlevé. On peut juste travailler et aller à l'école. S'instruire avec une école qui n'instruit plus sur la France, mais sur toute autre chose. Alors c'est un sujet tabou. Sauf Najwa El Haïty que depuis 6 mois, toutes les décisions sont prises verticales, quasiment sans le Parlement, c'est un fait, quasiment sans l'opinion publique. On suppose d'ailleurs que l'opinion publique accepte volontiers les... Dis donc Pascalou, quand tu dis que toutes les décisions ont été prises verticalement sans consentement des gens et sans même le consentement du Parlement, tu es en train de parler d'une sorte de dictature, non, il me semble. Si je reviens à la définition de tout à l'heure que j'ai donnée, que vous ne donnez jamais aucune définition. Hein. Pour vous, c'est un fait, une dictature, c'est comme ça, la liberté, c'est comme ça, la République, c'est comme ça, réfléchir, c'est comme ça, un philosophe, c'est comme ça, un fasciste, c'est ça, voilà, vous donnez juste des mots valises et puis on met ce qu'on veut dedans dans la valise, quoi. Les mesures, mais elle n'est pas c'est vrai qu'on aurait aimé plus de concertation, et d'ailleurs les élus locaux, et les élus locaux, donc c'est ce qu'ils le souhaitent aussi. Alors ça, tu as bien raison, petite juriste. On aurait bien aimé avoir notre mot à dire, c'est sûr. Et puis après, on va conclure avec Monsieur Cossé. Ce qui me gêne, c'est qu'il y a, semble-t-il, hein, je suis prudent parce que j'ai pas vu le documentaire, mais il y a ça. Voilà, ce qui te gêne, moi, ce qui me gêne, c'est que t'aies pas vu le documentaire et que tu ouvres ta gueule là-dessus, quoi. Donc tu te bases sur quoi? Sur un extrait décontextualisé et sur un extrait décontextualisé sur ta façon de dire les choses, d'appréhender les choses, quoi. C'est juste ça, en fait. Tu devrais pas parler. Semble-t-il un parti pris. Bien sûr, il y a un parti clair, évidemment. Et qui, mais c'est pour ça que c'est intéressant aussi le parti relève quelque part du complotisme. Oui. Mais comme toujours dans ces cas-là, il pose un certain nombre de questions, de sujets qui sont intéressantes et qu'il a le droit de poser. Oui, bien évidemment que les liens entre les médecins et les laboratoires, ça mérite une réflexion. Je suis d'accord avec vous. Simplement, la conclusion qui en est tirée, semble-t-il, c'est que quelque part les médecins sont corrompus. Les conséquences. Ah ben non, on dit pas, c'est pas la conclusion. On constate et on dit comment ça se fait. On n'a pas la réponse.
On n'a pas la réponse. Le problème, c'est que tu n'as pas vu le documentaire et que tu ne peux pas voir que c'est une partie du documentaire et que ça s'imbrique dans un plus vaste sujet, un très très grand sujet. Parce que Gérard Leclerc, tu es manipulé sans même te rendre compte. C'est ça qui est génial. Oui, je suis complotiste, mais non, c'est parce que tu es payé par une chaîne qui appartient à quelqu'un qui a des intérêts financiers à haut lieu avec certaines personnes qui sont dans le transhumanisme. Voilà. Et ça, c'est pas du complotisme. C'est simplement que parce que tu es payé par ces gens-là, sans même te rendre compte, tu n'as même plus la faculté de penser par toi-même. Économique du tu t'auto-censures toi-même. Confinement, bien sûr qu'on peut poser le problème. Simplement, on peut pas dire comme ça que l'objectif c'est de détruire l'Occident. C'est ça qui me gêne. C'est que c'est voilà. Et donc à l'arrivée, mais il n'a jamais dit que l'objectif c'était de détruire l'Occident. Il a dit on est en train de détruire l'Occident. C'est une constatation. Il a jamais dit il y a des gens qui se sont réunis dans une salle pour dire on va détruire l'Occident. On pourrait parler du groupe Bilderberg et de Davos, etc., où ils sont tous en train de réfléchir, mais ils disent pas on va détruire l'Occident. Ils disent tiens, comment on va faire pour gagner plus d'argent? Comment on va faire pour aller au-delà de nos aspirations? Comment on va faire pour atteindre l'immortalité? Puisque c'est ça qu'ils cherchent. Ils se posent juste cette question, comment atteindre l'immortalité, pas comment détruire l'Occident. Mais en revanche, il va y avoir des décisions à prendre pour atteindre cette immortalité. Et dès que tu prends une décision, il y a des conséquences pour certaines personnes et des conséquences pour d'autres. C'est comme ça, on est tous interconnectés, que tu le veuilles ou non. On arrive à ce truc, c'est une dictature mondiale, donc c'est clairement un parti pris qui est complotiste et que je trouve contestable. Alors, les gens qui sont intervenus, moi, c'est ça qui m'a intéressé. C'est des gens très différents. Monique Pinson-Charlot, par exemple, c'est un sociologue, c'est une ancienne directrice de recherche au CNRS. Bon, c'est pas n'importe qui. Elle a coécrit de nombreux ouvrages avec son mari sur les classes supérieures de la société. Ils sont connus. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle défend une thèse quand même. Oui, elle a le droit. Bien sûr. Non, mais ce que je veux vous dire, Oui, mais moi, ce que j'aime le matin ici, c'est qu'on puisse écouter des voix peut-être qu'on n'entend pas ailleurs. Bon, Monique Pinson-Charlot, de la même manière, Michael Levitt que vous avez vu, il est biophysicien, il est chimiste, il est prix Nobel de chimie. Bon, c'est pas un clown, si vous me permettez cette expression. Pareil pour Michael Rosenzweig, qui est philosophe. Bon, on vous donne le mot de conclusion, monsieur Cosset, puisque vous aviez dit tout à l'heure. La thèse complotiste, est-ce que vous la relevez, est-ce que vous la gardez ou est-ce que vous la récusez? Alors, d'abord, moi, je voudrais savoir ce que l'on entend par complotiste. Il est vrai que c'est un mot qu'on sert absolument à tout pour, généralement, couper court à toute discussion ou à tout échange ou à tout débat. Je voudrais aussi rappeler que la notion de complotisme, c'est aussi bien Cicéron que Socrate. Hein. Je voudrais aussi rappeler que dans notre histoire proche, il me semble que sous le Troisième Reich, on parlait de complotisme et plus récemment avec l'assassinat de John F. Kennedy, on a aussi parlé de complotisme. Moi, je voudrais savoir de quel type de complotisme il s'agit, parce que si moi je suis en train de comploter pour quelque chose, j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit et pourquoi je suis en train de comploter. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose que je vous disais tout à l'heure, avant que malheureusement il n'y ait cette coupe, pour moi il y a quand même des preuves tangibles d'une manipulation à haut niveau, et notamment avec cette affaire du Lancet. Maintenant, j'aimerais, si possible, que l'on puisse réévoquer encore cette question du Lancet. Ouais, alors c'est très le Lancet, mais c'est vrai que le Lancet va dans la thèse, parce que le Lancet a fait une étude bidon sur l'hydroxychloroquine. Mais tout le monde est d'accord dessus. Donc s'il y avait complot en même temps, on n'aurait pas reconnu que cette étude était bidon, puisque... Oui, mais... Cher Pascal Pro, je te trouve vraiment bien dans cette émission parce que tu prends pas parti et puis parfois t'es complètement largué parce que tu sens que il faut que tu continues l'émission et peut-être que tu ne peux pas tout dire, je ne sais pas, mais parfois tu es à côté de la plaque parce que là, quand tu dis on est tous d'accord, oui, on est tous d'accord, mais si on est tous d'accord, pourquoi ne pas avoir réintégré l'hydroxychloroquine dans la possibilité de prescription en cas de contraction de la Covid-19.
pourquoi, dans ce cas, si vous êtes tous d'accord, vous n'avez pas fait une pétition pour dire, maintenant qu'on sait que le Lancet c'était de la merde, on voudrait arrêter d'interdire l'hydroxychloroquine et continuer les expérimentations dessus pour voir à quel niveau c'est efficace ou pas. Là, on est d'accord. Mais non, on n'est pas tous d'accord là. Puisque, oui, on est tous d'accord. Mais non, on n'est pas d'accord parce que, oui, vous avez reconnu que c'était de la merde, l'étude du Lancet, mais il n'y a eu aucune conséquence. Ce n'est pas normal. Ça a été démonté immédiatement. Donc c'est pour ça que moi j'ai toujours du mal avec les complotistes. Mais je vous remercie en tout cas, monsieur Cosset. Qui orchestre cela? Mais qui orchestre ça, Brigitte Millot? C'est quoi? Qui orchestre ça? Justement, les intérêts. Il y a un énorme business à faire. Il y a, en jeu, il y a quelque chose comme 850 milliards. Ça, c'est complotiste, ce que vous dites. Bon, en tout cas, moi, on va pas continuer parce que on va être à la fin de la première partie. Objectif des labos. Non mais pour passer par une vaccination qui n'est même pas obligée et faut quand même retomber sur terre, enfin. Mais je vous dis, c'est pour ça que c'était intéressant d'échanger ce matin. On a vu ces extraits, chacun en pensera ce qu'il veut. J'ai pas entendu ce que monsieur a dit sur la vaccination. Qu'est-ce que vous avez dit sur la vaccination? Non, on semble se glisser vers une vaccination pour un virus qui mute, qui touche manifestement 0,5% de la population. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas eu de randomisation ni de double aveugle. Il n'y a pas en phase 3 les 10 ans nécessaires pour ces virus. Pardonnez-moi, monsieur. Pardonnez-moi. Brigitte Millot vous répond, mais très court. Monsieur Cosset. L'étude est faite en double aveugle. Hein. Ni les médecins ni les patients ne savent s'ils ont le placebo ou s'ils ont l'ARN messager. Oui, mais c'est pas randomisé non plus. Et normalement, il faut 10 ans. Ça veut dire quoi, randomisé? C'est aléatoire. Et c'est vrai ou pas ce qu'il dit? Non, l'étude est randomisée. Elle est randomisée. Donc vous vous trompez, monsieur Cosset. Excusez-moi, mais de quel vaccin parlez-vous? On parle de Pfizer avec les 1950 personnes qui ont eu le vaccin et les 1950 autres qui ont eu le placebo. Personne ne savait qui avait le placebo, ni les médecins, ni les patients. Voilà. Et donc avec une étude comme ça, je ne comprends pas l'intérêt, encore une fois, de remettre en question une étude qui n'est pas publiée encore. Elle est pénible à entendre. Hein. Vous entendez comme elle est stressée, comme elle est tout le temps en train de reprendre sa respiration, comme elle ne sait pas respirer. C'est incroyable. Pourquoi elle est comme ça? Est-ce qu'elle a peur? C'est quoi le problème? C'est bon, moi je respire. Je pense assez normalement, que je fais pas comme ça lorsque je suis en train de parler, parce que non, bien sûr vous allez m'entendre respirer et tout, mais là elle est stressée. Alors oui, les plateaux télé c'est stressant, bien sûr c'est stressant, ok, mais Pascal Praud il est pas comme ça, d'autres personnes sont pas. Elle est complètement stressée par rapport à tous les autres. Déjà, d'habitude, il faut 10 ans. Moi, je comprends pas pourquoi. Ça c'est intéressant. Effectivement, lorsque vous allez sur la page de Wikipédia sur la vaccination et les vaccins, vous voyez qu'il y a 3 phases et que la 3e phase qui est nécessaire pour labelliser un vaccin, c'est au bout de 10 ans. Et là, on va en avoir un au bout de même pas 1 an, voire 2 ans. Allez, 2 ans maximum. On va avoir un vaccin. Mais on ne sait pas si ce vaccin protège de la maladie pour nous-mêmes, ou alors si elle protège des autres, c'est-à-dire si ça protège de la possibilité contagion. C'est-à-dire, est-ce qu'on sera vacciné pour éviter de contaminer les autres, ou juste de ne pas l'attraper nous-mêmes? C'est 2 choses différentes dans les vaccins, et il faut 10 ans. Et lorsqu'elle dit, pour se défendre, il y a urgence, et que c'est pour ça que il faut pas 10 ans, déjà, par quel procédé? Et deuxièmement, ton argument ne tient pas, parce que lorsque on a dit, et lorsque Didier Raoult a dit j'utilise l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine ou l'azithromycine couplée parce qu'il y a urgence de sauver des vies, vous lui êtes tous et toutes tombés sur la gueule. Donc ton argument, soit il est valable pour tout le monde, soit pour personne. Donc là,
ben, ton argument, il est pas valable. Mais l'urgence, mais madame, l'urgence, il y a 60 000 morts par an d'erreurs médicales. Bon. Il y a 70 000 morts par an de maladies respiratoires. On ne fait pas un thermomètre de Laurent. Christophe Cosset, je vous remercie. Non mais Christophe Cosset, je vous remercie, mais là... Covid. Oui, j'entends bien Christophe Cosset, mais ça c'est votre avis et c'est la thèse du film. C'est un constat. Non mais c'est la thèse du film et c'est pour ça, moi pas vraiment. Il y a des morts d'un côté qu'on doit. Mais je suis parfaitement d'accord. Je trouve que cet argument n'est pas bon du tout. Mais d'abord, je vous remercie, Monsieur Cosset. C'était intéressant de vous écouter. C'était intéressant d'écouter des gens qui pensent différemment. Je le dis sans arrêt. C'est aussi le charme de notre émission d'avoir des avis contradictoires, des avis éclairés avec un rapport critique dessus. Et il a été dans cette demi-heure-là. Merci à Olivier Benkemoun également qui est dans la rédaction avec nous. Et on va marquer une pause et nous allons avoir en ligne dans une seconde Jean-Jacques Chaban. 4. Voilà, bon, c'est fini. Hein. Je vais pas aller plus loin que ça. 4 contre 1 quand même. Hein. C'est quand même génial. 4 contre 1. 4 contre 1. Il n'y en a pas un qui a dit, c'est vrai que ce film trouve grâce dans la possibilité de se poser les bonnes questions. Si, peut-être un petit peu, mais pas beaucoup. Ils lui ont tous tombé dessus avec des arguments plus foireux les uns que les autres. Vous allez vous faire votre propre idée. Ce que je pense, moi, de cette émission, qui m'a passionné malgré tout, puisque je savais très bien qu'il allait se faire détruire, c'est que, pour moi, hein, il est impossible et malhonnête, hein, et indigne de réagir sur un documentaire en prenant 3 extraits bien choisis en plus pour nourrir la thèse de complotiste et surtout décontextualiser en coupant les sources. Et oui, parce que dans le documentaire, il n'y a aucune source. Enfin, dans les extraits choisis, il n'y a aucune source. Donc c'est facile en fait de dire il n'y a aucune source. Bah oui, mais vous n'avez pas vu le documentaire, quoi, les gars. Et tout ça en quoi 10-15 minutes à peine, quoi. Moi je trouve ça très triste parce que, cher Pascal Praud, je trouve que le concept de votre émission est intéressant. C'était intéressant de parler du documentaire, mais il aurait fallu faire une émission spéciale, une vraie émission spéciale où il y a des contradicteurs, des gens pour, des gens contre, et montrer un affrontement d'idées et non pas un affrontement d'idéologie, ce qui n'est pas pareil. Pour moi, c'est pas pareil. Idéologie et idée, c'est pas pareil. Un affrontement d'arguments et non pas d'idéologie. Parce qu'il n'y a aucun argument autre que de l'idéologie dans cette émission. Je vous laisse le soin de répondre dans les commentaires. Qu'avez-vous pensé de cette émission ? Quelle est la thèse qui vous semble, enfin pas la thèse, mais en tout cas, quels sont les commentaires que vous pouvez faire. Et puis, comme toujours, écoutez ce que je dis, soyez sceptiques et vérifiez à la lumière de votre expérience. À bientôt, ciao.